Voilà, avant antépénultième chapitre de la scène liquide aujourd'hui. On a passé 35 minutes intenses, pas très gay, pas très drôle. On était en train de s'en faire la réflexion là, mais nécessaire. Maintenant, on va se détendre un petit peu. On va être entre amis, vin des potes. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Johan Tavares et Basile Passe. Comme on n'est pas beaucoup, il faut mettre beaucoup de mains dedans. Merci. Vin des potes, mais vin des potes hein, aussi en un seul mot, parce que vos vins, ils dépotent vraiment. Je ne sais pas lequel d'entre vous nous refait rapidement l'historique de cette belle aventure. Moi, je rappelle une chose, en 2019, prix Omnivore du négoce, c'était vous déjà, ça fait 4 ans, mais ça commence avant, le vin des potes. Ça commence quand? Je ne sais pas, Basile ou... Alors tu te le mets comme ça. Je me mets comme ça tu et parles. après je peux parler. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Merci Peyo. Le vin des potes, ça a commencé en 2016 quand Johan travaillait dans un... Enfin, on est deux sommeliers, tous les deux. Et en 2016, on se rencontre du côté d'Arles. Johan travaillait à la Chassagnette, qui est un joli établissement en Camargue. Et moi, je bossais dans un bar à vin qui s'appelait la Table du Caviste. Et à cette époque-là, Johan faisait des cuvées maison chez un vigneron où il assemblait plusieurs cuves pour faire 200 magnum pour l'épicerie de l'Étoilé. Ce qui était un travail de sommelier dans la cave et assez intéressant pour s'amuser dans sa passion du vin. Il m'a embarqué avec lui et on s'est beaucoup amusé. Donc on est reparti avec quelques bouteilles, on a tamponné ça à vin des potes et on l'a amené à tous nos copains. Donc l'idée au départ, c'était pas d'être là, c'était plus de faire un jeu entre nous. On avait un autre métier. Et on a créé un métier qui est celui d'aujourd'hui être des sommeliers qui se déplacent de cave en cave pour... mettre en avant un terroir et un savoir-faire et faire des collaborations avec des vignerons. Donc aujourd'hui, le vin des potes, c'est une vingtaine de cuvées avec presque autant de vignerons. On peut le représenter un peu comme un label d'édition ou un label de musique. Et ça, vous pourrez le voir sur les bouteilles tout à l'heure. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre en avant une personne qui va faire pousser la vigne. Nous, on n'en a pas. Donc on a une influence sur ce qui va être vinification, assemblage, choix des parcelles, type d'élevage, mais tout en essayant d'avoir un négoce libre, transparent, identitaire et vivant. Libre, transparent, identitaire, vivant. Ça fait un gros programme quand même. Ça demande du travail, des efforts, de la relation. C'est du long terme en fait à chaque fois avec les vignerons. C'est pas des one shot. Vous suivez. C'est des histoires longues. En fait, au début, on a démarré sans forcément y penser. Et aujourd'hui, on a envie que cette histoire continue avec ces vignerons. On a envie que les cuvées perdurent dans le temps. Alors évidemment, selon les millésimes, selon le climat, selon les aléas. Mais l'idée, c'est maintenant de garder un nom et un esprit du vin, quelque chose qu'on va retrouver dans le temps, quoi. On va retrouver au travers d'un nom commun et de cette histoire de collaboration entre ce vigneron et nous. Vous auriez pu faire j'ai envie de dire, simple négoce, c'est-à-dire aller chez ces vignerons, leur acheter leurs raisins et puis basta. Le fait de vouloir que ça soit vraiment un échange avec eux, de les associer pleinement avec leur nom sur la bouteille, etc. Enfin, c'était une évidence et c'était important. En fait, c'était notre histoire de sommelier auparavant qui nous a, donc sans vigne et sans famille dans le vin, mais avec cette grande passion déjà d'aller chez eux, de goûter, de faire ces assemblages-là, enfin d'aller un peu plus loin que le métier de sommelier dans la salle du resto, comme un peu les anciens sommeliers pouvaient faire avant et imaginer déjà comme des œnologues un peu dans les caves des cuvées spéciales. Et en fait, c'est de là que c'est venu et c'est comme ça que ça a démarré. Donc sans vigne, mais avec des vins de terroir de ces vignerons qu'on aime beaucoup et qui nous proposaient finalement de partager ça avec eux, quoi. Donc on a trouvé ça vraiment, vraiment super. Et puis après, ça a démarré avec une cuvée. Effectivement, comme disait Basile, aujourd'hui il y en a 20. Ça a été petit à petit, les choses ont grandi. Tu le dis, hein, il y a une tradition de l'assemblage, du négoce aussi, ça fait partie du vin, c'est très ancien, et puis tout d'un coup, ça s'est teinté d'une petite mauvaise réputation. Il y a depuis quelques années, même si ça rechange dans l'autre sens, on a l'impression que le négoce, c'est pas bien, c'est sale, c'est mal. Comment vous vivez ça? Le négoce, ça peut effectivement être sale, mais
pas l'idée de négoce, la manière dont c'est fait derrière. C'est-à-dire que si les gens, effectivement, utilisent que des raisins qui sont pétés de chimie, avec plein d'intrants œnologiques et tout ça, à mon sens, tu vas faire quelque chose qui est pas... en tout cas, qui n'est pas dans l'éthique que moi j'aime dans le vin. Nous, on le vit pas mal parce qu'au final, on a trouvé notre place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mettre le nom des vignerons sur les bouteilles, pour nous, c'est même pas une question. C'est juste la manière dont on respire le vin. Et sans vigneron, tu n'aurais pas de raisin et il n'y aurait pas de vin. Donc, fin de l'histoire. Tu vois, ça ne veut pas dire que ceux qui font du négoce le font mal, hein, du tout. Parce qu'aujourd'hui, tu as des très jolis négociants qui bossent hyper bien, des vignerons qui le font aussi. Je pense à un des premiers négoces que je connais, c'est celui de Julien Altabert, qui s'appelle Sextant, qui est basé en Bourgogne, qui a été fait sous l'influence de Dominique de Rhin. Il le fait depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je n'ai pas la date en tête, mais la manière dont travaille Julien, c'est des choix de parcelles et c'est des partenariats avec des gens qui font pousser du raisin, mais qui ne l'exploitent pas derrière. Parce qu'il y a aussi cette partie-là qui existe aujourd'hui. Hein. C'est que tu as des paysans qui font pousser de la vigne pour faire des raisins et puis pour pouvoir le vendre derrière. C'est leur manière de faire. Ils ne sont pas vignerons parce que c'est un choix. Ça existe dans l'histoire du vin depuis longtemps et puis ça ne nous choque pas sur plein d'autres choses. Après, tous les brasseurs ne font pas forcément pousser du houblon et quand on fait des confitures, on n'est pas forcément agriculteur avec des arbres fruitiers. Donc ça ne paraît pas forcément fou et comme tu le dis, à la fin, c'est est-ce qu'on le fait bien, est-ce qu'on le fait mal. C'est pas tant l'idée du négoce qui est bonne ou mauvaise. Ce qui était important pour nous, et je reviens sur ce qu'il disait un petit peu, mais je voulais insister dessus, c'est vraiment le vin de l'idée de terroir, l'idée d'identité du vin, et donc du coup pour ça mettre le nom du vigneron dessus, et éventuellement avoir une appellation si on peut, mais au moins une IGP, un vin de pays, enfin quelque chose pour avoir vraiment une identité et un vin de terroir. C'est vraiment quelque chose qui est important pour nous. Et voilà, donc du coup à partir du moment où ce négoce était vu de cette manière-là, ça nous paraissait pas sale du tout et plutôt même joli. C'est même joli, c'est même tellement joli que quand on le boit, on est bien. Ça c'est fait pas semblant qu'on va goûter maintenant. Exactement. Pardon, je te laisse en parler. Exactement, on fait pas semblant. C'est chez le Champ des Barbiers. On est tout près du Pic Saint-Loup, exactement sur les terrasses du Larzac. Là, c'est en IGP Pays d'Hérault. Et donc 2022, on est sur un vin avec une grande majorité de Vermentino. Je crois qu'il faut qu'on dise le rôle maintenant, mais c'est le même cépage. Et ensuite, on a un petit peu de chardonnay, de vionnier et du nid blanc. Donc c'est du pressurage direct, c'est des vins c'est des vignes et des terroirs qui sont vinifiés séparément. Et ensuite, justement, nous, on arrive en général au mois de janvier dans le domaine, on fait notre assemblage à l'aveugle. Ce qui deviendra ensuite la cuvée que vous avez là, que vous pouvez déguster en bouteille aujourd'hui. Fais pas semblant, c'est un des premiers ou je me trompe? C'est un des premiers, ouais, avec les poètes, ce qu'on fait aussi chez lui. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs d'ailleurs chez ce vigneron. Effectivement, je faisais déjà des assemblages auparavant chez lui et c'est un des premiers qui existe depuis au moins, voire le premier depuis 6 millésimes au moins. Okay, 6 millésimes. Y a le nom du vigneron dessus et il y a donc aussi le nom du vin. Fais pas semblant, à chaque fois les noms c'est des noms que vous allez un peu chercher parce que fais pas semblant, c'est fais pas sans blanc. Tu voulais être titreur chez Libération et t'as pas pu être engagé? Pas tout à fait, mais on a toujours aimé cette idée de faire les choses sérieusement, mais pas se prendre au sérieux. Et donc voilà. Et puis bon, ça a quand même un double sens qui rejoint encore l'idée de transparence par rapport au négoce et y a des mauvais jeux de mots, celui-là on le trouvait pas si mauvais que ça. Non, ils sont tous très 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 bons. Il y a des jeux de mots sur les bouteilles avec des beaux titres et puis il y a des visuels qui sont aussi c'est aussi votre marque. C'est pas n'importe quoi l'étiquette d'un vin des potes. C'est important que tu parles de ça, ça nous tient beaucoup à cœur aussi. Là pour le coup c'est notre graphiste Julie à Marseille. On a aussi des amis artistes qu'on aime pareil dans l'idée de nos cuvées, refaire un travail avec eux chaque année. Garder le même artiste et le même vigneron chaque millésime. Donc c'est quelque chose qu'on aime aussi mettre leur travail en avant et d'ailleurs on retrouve maintenant toujours aussi le nom de l'artiste sur l'étiquette, sur le côté. C'est quelque chose d'important aussi pour nous. Ça a commencé donc dans le sud-ouest de la France, mais maintenant vous allez un peu partout et pas uniquement en France. Vous faites des collabs, il y en a eu en Grèce, il y en a eu ailleurs. La toute première, on a commencé en 2016.
Et en 2016, donc, on a bossé avec Stéphane Gros. C'est là où Johan faisait les magnums, les fameux magnums pour la Chassagnette. Et où on a fait nos premières cuvées, en tout cas qu'on a partagées avec la famille et les amis. Ce qui a hyper bien fonctionné, donc ça nous a donné envie de continuer. Et cette même année-là, j'ai emmené Johan visiter un ami à nous qui s'appelle Stefano Amerighi, qui est basé en Toscane, qui est un grand vigneron italien. Et il s'avère que Stefano, c'est un vigneron qui travaille que de la Syrah. Il est fanatique absolu de Cornas et de ces fameux terroirs qu'on a en vallée du Rhône-Nord. Et donc, il fait de la Syrah sur un AOC. Hein. C'est pas juste un côté excentrique de vouloir faire quelque chose de différent ailleurs. Et je lui présente Johan. Johan arrive, il ne le connaissait pas. On passe un moment merveilleux. Et il s'avère que Stefano, il a quelques rangs de Sangiovese, qui est le fameux cépage qu'on retrouve dans le Chianti, et qu'il vinifiait à ce moment-là, mais d'une manière, on va dire, très bien, mais sans forcément avoir l'idée de le mettre en bouteille. Et il adorait l'idée du vin des potes, et il nous a proposé à ce moment-là de faire une cuvée spéciale chez lui sur un 100% Sangiovese, donc lui ayant ses Syrah, et le Sangiovese qui était dédié pour nous, ce qui nous a amené à réfléchir pas mal de choses. Donc, c'était un peu touchy parce que la première année, on n'avait pas vraiment de société. Du coup, on s'est retrouvé importateur de vin. Tu appelles les douanes, tu leur dis bon, bah, on va faire venir un peu de vin d'Italie. Ils te disent ben, oui, mais il y a ça, ça, ça à faire. Tu dis bon, bah, ok, ça va bien se passer. Mais si on avait su, je pense qu'on ne l'aurait pas fait en 2016. Cette partie-là, hein, la complexité que ça représente pour vous, légale, enfin, c'est plus difficile d'être négociant, assembleur comme vous êtes que d'être vigneron finalement ? Du point de vue juridique, hein, je ne vous parle pas du travail dans les vignes, mais... Bah, vu qu'on n'est pas vigneron, on ne sait pas. C'est pas. Merci de cette réponse. Désolé. Bah non, donc on demandera aux vignerons. Il y a eu l'Italie, j'ai parlé de la Grèce parce qu'il y a eu une cuvée avec l'IGAS aussi, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? La Catalogne ? La Catalogne chez Tuetz, oui. Tout à fait. On a maintenant 2 cuvées depuis cette année. On a Historia Devi depuis au moins 5 millésimes, ou 4 millésimes, pardon, qui est un mélange de blanc et de rouge vraiment intéressant sur ce côté, on dirait pas forcément un vin d'Espagne, hein, mais on a une très belle dynamique par là-bas et il a des terroirs un peu d'altitude, donc ça nous a permis de faire un rouge hyper léger en mettant 20% de blanc dedans, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment dans notre gamme du tout du sud de la France. Et maintenant, il y a aussi une cuvée en Allemagne, avec les Brandbros. Un petit qui s'appelle Flatnat, qui est un pétillant de jeune Riesling là, qui refermente en bouteille et on est super content aussi. Voilà, on a porté un peu leur vin, en France et ils nous ont demandé de faire une cuvée pour nous. Ça s'est fait un peu à l'inverse d'habitude et on est super content aussi. C'est eux qui sont venus. Voilà, ça a commencé par de l'importation et après il y a eu la cuvée commune, quoi. Malgré, enfin, on est donc sur plusieurs territoires, sur plusieurs pays. On pourrait se dire que du coup, ça part dans tous les sens, qu'il y a tellement de... Et c'est vrai qu'il y a une diversité dans vos vins, mais il y a aussi une identité qu'on retrouve, un esprit, un goût même. C'est volontaire, vous voulez, ou c'est juste parce que c'est comme ça que vous êtes ? Je pense que c'est parce que c'est comme ça qu'on est. L'idée, c'est vraiment d'aller sur des vins, des vignerons qui nous plaisent, des vins qui nous plaisent. Je pense qu'on peut retrouver, je parlais de l'idée de terroir tout à l'heure, on aime beaucoup l'identité, donc comme on aime bien aussi les dégustes à l'aveugle, essayer de retrouver un vin même en s'amusant, de savoir d'où ça vient, donc on aime bien ce côté identitaire. Et après, évidemment, on aime boire, donc la buvabilité, la fraîcheur, à mon avis, c'est aussi un dénominateur commun. En tout cas, c'est ce qu'on aime, nous, dans les vins. Il y a un autre point qui est important, c'est que vos vins, ils sont accessibles. Enfin, je veux dire que pour la qualité qu'on a et pour le travail que ça représente, vous êtes dans une gamme de prix qui est accessible à tous. C'est aussi une volonté de rester, je ne vais pas dire grand public, c'est pas ça, mais accessible. Je dirais oui, forcément. Enfin, en tout cas, c'est agréable d'entendre ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos vins chez les cavistes vont être entre 11 et 20-25 €. Après, on a des cornas qui sont un petit peu plus chers, mais c'est des terroirs particuliers. Le vin, ça doit être une liberté, ça doit être accessible. Mais l'idée, c'est qu'on essaie d'être dans un prix qui est juste aussi par rapport au vin qui est dedans. Et si ça peut être plus accessible, c'est bien. Donc après, ça nous a aussi poussé à vouloir, à devoir démultiplier, à faire un petit peu plus de volume. Parce que pour faire ça, il fallait qu'on ait un salaire aussi. Donc si c'est accessible, c'est bien. C'est une bonne, c'est un super point, je trouve.
La question des volumes, c'est pas forcément évident. Enfin, déjà, quand on est vigneron, évidemment, on est tributaire de ce que la vigne va donner. Mais là, à vous, les vignerons, il faut aussi qu'ils en gardent pour eux. Enfin, comment ça se passe? Comment vous gérez les volumes? Est-ce que vous arrivez à les augmenter facilement? Alors, on arrive à les augmenter parce que déjà, il y a des nouveaux vignerons chaque année. C'est pas des choix, d'ailleurs, qui sont liés au fait qu'on veuille faire plus de volume. C'est juste qu'on rencontre des personnes et il y a des nouvelles collaborations qui naissent parce qu'il y a des choses qui ne se refusent pas avec des vignerons qu'on adore et avec qui on a une idée de faire quelque chose de nouveau ou de novateur ou en tout cas de s'associer sur un projet. Après, aujourd'hui, le monde du vin, chaque année, tu vas avoir plus ou moins de raisins. Donc on s'adapte aussi à ce qu'ont les vignerons. Donc il y a des cuvées qui ne voient pas le jour chaque année. Parce que le vigneron a besoin des raisins et qu'au final, le plus important, c'est que le domaine subsiste. Et puis, il y a d'autres moments où il y en a un peu plus. Donc, on n'a pas vraiment de stratégie. C'est plutôt assez vivant et presque opportuniste, si je peux me permettre. Ouais, c'est la nature qui dit avant tout, et puis le vigneron. C'est quoi Est-ce que vous avez pas obligé de dévoiler tous vos projets, mais je sais pas, des rêves? Est-ce qu'il y a des endroits ou des régions où vous voudriez vous aventurer, voire des pays où vous aimeriez aller vous faire des potes? Là, en ce moment, avec Johan, nos envies cette année, c'est de faire des collaborations chez des personnes qui sont plus proches de nos domiciles, de nos lieux de famille, parce qu'on a une famille aussi et on n'est pas que sommelier volant. Et pourquoi? C'est pour qu'on puisse beaucoup plus intervenir en cave, revenir de manière plus régulière et se toucher ce monde qu'on aime tant. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on intervient beaucoup sur des vins finis, des vins qui ont déjà été vinifiés, même si on se parle souvent avec le vigneron, c'est quand même lui qui garde le contrôle des vinifications. Des élevages, ça se passe chez lui. Donc si ça peut se faire proche de chez nous, pour nous, ça nous permet de faire plus de choses. Ça veut dire est-ce que c'est aussi une idée à un moment donné ou c'est complètement contre la philosophie de carrément avoir votre propre chai? En tout cas, si ça va se faire doucement parce qu'on veut garder absolument ce qu'on faisait aussi déjà avant, le faire bien. Et si on le fait, ça va être petit à petit. Et vous le saurez, mais au fur et à mesure. Okay. On se donne rendez-vous alors. Vous viendrez nous en parler s'il y a des choses qui se passent. Disons qu'on ne peut pas non plus tout faire et que c'est vrai que notre métier est un métier dans lequel il faut qu'on ait aussi de la rigueur, de l'organisation, du suivi avec les vignerons, des visites régulières. Et avoir un chai de vinification, ce serait un métier en plus qui idéalement, dans le côté rêve et passion, est génial. Si on pensait tous les deux au départ qu'on allait finir effectivement comme ça, avec soit une vigne, soit un négoce un peu plus où on vinifiait chez nous. Le jour où on a appelé ces fameuses douanes pour leur dire écoutez, on a un peu de raisin, on va faire un test à la maison, ils nous ont dit c'est pas vraiment comme ça qu'il faut faire. Donc il faudrait que vous créiez une deuxième société, Enfin, c'était tellement compliqué qu'on ne pouvait pas se le permettre. Finalement, vous vous attendiez pas forcément à ce que le vin des potes devienne ce qu'il est devenu. Enfin, ça vous a un peu surpris vous-même? Parce que maintenant, vous avez pris une place certaine, pas seulement le prix omnivore, mais je veux dire, moi, chez mon caviste, je suis bien content de vous trouver et je suis pas le seul. Et vous êtes partout, vous êtes devenu un nom. Le vin des potes, c'est devenu un nom et pas seulement un nom sympa, un nom reconnu, sérieux et apprécié. Vous vous attendiez à ce que ça devienne ça il y a 6 ans, il y a 7 ans? En tout cas, on est très content d'entendre ça déjà, mais après, non, on ne s'attendait pas. Et puis, on ne veut surtout pas être partout. Mais on est vraiment content d'être dans les endroits dans lesquels on est et avec les restaurateurs et les cavistes avec qui on bosse. C'est vraiment des fois presque un partenariat. Donc ça nous plaît beaucoup. Quand on montre aussi des histoires aussi comme ça avec les gens avec qui on travaille, quoi. On aime bien aller chez eux, on aime bien passer du temps avec. Et au final, je crois que c'est ça aussi qui fait que ça peut durer et que ça fonctionne, quoi. Enfin, en tout cas, c'est notre cheval de bataille. On goûtait autre chose ou on va goûter autre chose. Ok. Donc on va faire un petit tour de service d'une cuvée qui s'appelle Apache. Là, c'est une cuvée qu'on fait depuis le premier millésime, c'était 2016. On travaille avec Johan Moreno, qui est un jeune vigneron qui est basé dans les Corbières, à Durban-Corbières, qui a une trentaine d'années, qui a officié et appris chez Maxime Magnon, qui est un des fleurons des Corbières, qui a beaucoup mis en avant, en tout cas,
les terroirs pour arriver à faire des vins plus digestes que ceux qu'on connaissait avant. Et on est sur le millésime 2022 de ces raisins qui sont issus des parcelles de Fitou. Même si on est sur un vin de France, c'est des Carignans avec des Grenaches. On va retrouver un peu de Syrah là-dedans. C'est plutôt une bombe de fruits. Alors j'espère que ça a descendu en température parce que tout à l'heure c'était un peu trop chaud. Donc soyez indulgents, s'il vous plaît. Il fait chaud, hein, donc. Il fait chaud, donc tu le sers à combien, idéalement? Alors ça dépend de la période, mais aujourd'hui, si tu prends un vin rouge alors qu'il fait peut-être 30 degrés, qu'on est tous un peu en train de transpirer, tout ça, si tu le sors à 14 ou à 13, c'est bien parce que déjà dans ton verre, il va passer à 14 ou 15 et 3 minutes après, il sera à 17. Donc finalement, c'est une période où tu peux te permettre de les servir un peu plus frais parce qu'ils vont réchauffer très rapidement. Ou alors, dans ce cas-là, on est quand même sur un vin où il y a une vraie expression de fruits. Tu es dans le cassis, tu as ce côté un peu musc, ce côté cuir tanné de cheval, tu vois, qui vient du Carignan. Et pour autant, c'est une macération carbonique, comme fait Maxime et comme fait Johan sur tous ses vins. Tu restes sur un vin qui a une matière tannique assez légère. Donc, quand tu as peu de tanin, tu peux les rafraîchir. Bon, je pense que tout le monde est au courant de ça, mais c'est important de le dire, quoi. 14 degrés, c'est pas non plus, on le met pas au frigo, hein, je veux dire, on est sur... C'est vrai. Ça se passe bien? Est-ce que... c'est bien, je suis content. Mais on est content. Tu es chez toi. On a presque fini cette scène. J'ai même pas vu le temps passer, tellement c'est bien. Vrai. Mais c'est parce que je passe déjà beaucoup de temps avec vous, moi, dans ma vie personnelle, avec les bouteilles. Est-ce que vous aviez des questions avant qu'on se quitte? Non. Ben alors moi j'en ai... Ah, mais voilà. Qu'est-ce qui a changé depuis le prix? Je t'ai pas entendu. Qu'est-ce qui a changé depuis le prix? Déjà, on s'est tous confinés pendant un petit moment. C'était en 2019. Hein. C'était en 2019. Et voilà, c'était finalement pas une période si pire que ça, parce que... Comment? C'était une période qui était hyper dure pour nous, parce qu'on ne savait pas trop comment faire. Tous les restaurants étaient fermés, et sans restaurant, en fait, on n'existait plus. Donc, ce qui est intéressant de dire là-dedans, c'est qu'en fait, nous, en étant sommeliers sans vigne, on s'est senti totalement déracinés, parce que pendant le Covid, du coup, on n'avait plus rien à faire. Donc on est allé voir les copains vignerons qui, eux, en fait, étaient chez eux et ils étaient connectés au réel et à leur vigne. Et je pense que beaucoup de gens ont réagi comme ça dans les grandes villes ou sur les métiers de bureau, c'est de vouloir se reconnecter à quelque chose d'un peu plus vivant, parce que finalement, c'est ça qui draine un peu nos énergies de tous les jours, quoi. Après, il y a plein de choses qui ont changé, mais on reste toujours dans cette même idée de faire des vins vivants, qui restent du vin, mais qui ont une liberté, en tout cas d'esprit, des vins qui sont identitaires, qui vont vous plaire ou pas vous plaire, mais ça c'est normal. Et comment? Honnête? Ouais. On travaille avec des vignerons extraordinaires et on a de la chance de les avoir, qui nous soutiennent et qui nous laissent faire ça chez eux. Donc ça c'est quand même le point le plus important de ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que c'est de l'humain. Et à côté de ça, on travaille avec une clientèle professionnelle, de restaurateurs, de sommeliers, de chefs, de cavistes. Et là aussi, en fait, aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce qu'il y a quand même... Enfin, vous êtes les ambassadeurs de ces vins-là et de plein d'autres vins et de la manière de communiquer, en tout cas, la passion et l'énergie qu'on a là-dedans. Et nous, ça nous plaît énormément. Dès qu'on est dans une cuisine avec Johan et un chef, c'est là où on prend du plaisir. C'est le deuxième rêve, c'est de continuer à manger dans les cuisines des chefs. Bon alors, c'était un plaisir de vous avoir. On vous retrouvera et dans les cuisines et dans les caves. Vous viendrez nous raconter la suite très vite. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Basile Passe, Johan Tavares, le vin des potes, qui porte bien son nom. Merci d'avoir été là, les amis. À très très vite. On est dans 10 minutes avec Frédéric Revol pour déguster le whisky du domaine des Hautes Glaces, qui est une chose fantastique. Et après lui, il y aura Didier Van Hembroek pour finir la journée et on boira des cocktails. Didier qui vient d'Anvers, venez, il vous parlera de Skeleton aussi. À tout à l'heure.